Donc, je vais pas, c'est pas moi qui va parler de tout ça. Nous avons des conférenciers ici qui vont traiter le sujet. Après, on va discuter. Il y aura un échange, il y aura des questions, il y aura peut-être des réponses aussi. Je vais juste vous présenter ces personnes rapidement. Je les remercie quand même d'être là. Merci beaucoup parce que sans eux, cette conférence n'aura pas lieu. Donc, je commencerai par Hafsa Djenadi, qui est professeure et auteure. Et je la laisserai se présenter avec beaucoup plus d'informations. En deuxième, je présenterai Monsieur Atman Agoun, qui est chercheur au CNRS. Il est sociologue universitaire. Et à ma droite, je vous présente Monsieur Ali El-Djoudi, que tout le monde connaît normalement. Moi, voilà. À chaque fois que j'ai demandé, on m'a dit oui, je le connais. Donc voilà. Monsieur Ali El-Djoudi, journaliste, président des Ripostes internationales. Voilà. J'espère que j'ai dit la chose. Donc, je vous présente. Voilà. Je commence. Allez-y. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour débattre avec vous sur le sujet de la violence faite aux femmes. Mais avant tout, je dois remercier d'abord Fatia de m'avoir invité et vous d'être présents ici pour assister à cette conférence débat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Hafsa Djenadi, je suis professeure de lettres modernes dans un collège. Je suis doctorante en littérature française et comparée. Je travaille sur la représentation du féminin et du masculin dans la littérature algérienne. Et je suis aussi romancière, donc j'ai publié 2 romans. La Misère aux Insoumises, qui traite du sujet de la femme divorcée en Algérie. J'ai raconté les déboires d'une femme divorcée en Algérie. C'est une histoire véridique, elle s'est déroulée à Béjaïa. Et le deuxième roman, il est intitulé Au-delà de nos rêves, et je raconte le parcours des étudiants étrangers en France, et je me suis inspirée de mon vécu parce que je suis venue étudiante et là je suis professeure, etc. Donc je raconte un peu le parcours d'un étudiant, c'est un parcours de combattant. Je donne quand même des conseils, c'est un petit guide pour tout étudiant qui souhaite venir en France. Mais là n'est pas le sujet, on est là pour parler des violences faites aux femmes. Donc à l'occasion de la journée internationale contre la violence faite aux femmes, nous sommes là pour évoquer ce grand fléau sous toutes ses formes. La violence à l'égard des femmes dans différentes sphères de leur vie, c'est-à-dire dans le milieu familial, l'espace public ou professionnel, constitue une des formes des discriminations et une véritable atteinte à leurs droits. Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, dit « La violation des droits de l'homme la plus honteuse se caractérise sans doute par la violence à l'égard des femmes. Elle ne connaît pas de clivage géographique, culturels ou sociaux. Tant que les actes violents continuent d'être perpétrés, nous ne pourrons prétendre à des progrès pour atteindre l'égalité, le développement et la paix. » La déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, adoptée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies, atteste d'une reconnaissance internationale du fait que la violence à l'égard des femmes constitue une violation des droits de l'homme et une forme de discrimination à l'égard des femmes. La violence faite aux femmes est un sujet qui n'est pas fortement présent dans la une de l'actualité. Si vous avez remarqué, on n'en parle pas très souvent, alors que des milliers de femmes la subissent au quotidien. Une femme sur 2 meurt tous les 2 jours battue par son conjoint. Les meurtres de ces femmes ne sont pas, comme on les appelle, des drames familiaux ou des drames de la séparation, comme on les appelle aussi des crimes passionnels, mais ce sont des féminicides perpétrés par des hommes frustrés qui croient posséder un permis de tuer ou un droit de tuer. Ces hommes qui prennent ces femmes pour des objets, pour des vases, pour des verres ou des pots de fleurs à casser et non pas des personnes à part entière. Le féminicide constitue la forme la plus extrême de violence
contre les femmes qui s'inscrit dans un espace de violence des plus visibles aux plus abusifs et inadmissibles et surtout inacceptables. On a recensé jusqu'hier 135 victimes, je ne sais pas si vous êtes au courant, avant-hier 136. D'accord, donc il y a encore eu... Il y a encore eu un drame récemment. D'accord. Et c'en est de trop. 26 en 2019, c'en est de trop. Des assassinats systématiques, donc l'origine se trouve au cœur de notre société. Dans l'éducation patriarcale, que reçoivent les hommes, des hommes qui se croient plus forts et qui pensent que les femmes sont faibles. Des hommes qui s'autorisent à posséder les femmes comme on possède une voiture, une maison ou même une cigarette et se permettent de disposer de leur vie comme ils le veulent et quand ils le veulent. Maintenant, on peut parler aussi des formes de violence. La violence envers les femmes se fait de plusieurs manières, par des mots, par des regards, par des actes, par des manipulations, par des réflexions, par des intentions, etc. Dans plusieurs endroits, à la maison, dans la rue, au travail, à l'université, au restaurant, par plusieurs hommes, le père, le mari, le frère, l'oncle, le cousin, le collègue, le patron et l'inconnu. Sous plusieurs formes, physiques, verbales, psychologiques, viol, trafic des femmes et des filles pour la prostitution forcée, l'esclavage sexuel, grossesse forcée, les crimes d'honneur, les mutilations génitales féminines. Il faut savoir que dans de nombreux pays du monde, dont le Mali et l'Égypte, chaque année, près de 3 millions de jeunes filles sont excisées, soit 6 par minute. Là, on va aborder le cas des violences conjugales. Quand on parle de violence conjugale au sein du couple, on pense souvent au couple, donc on entend parler des femmes battues. Il existe plusieurs formes de violence. D'abord, la violence physique. Elle peut pourtant se faire de plusieurs manières, par des brûlures de cigarettes, morsures, crachats au visage, gifles, coups de poing, coups de pied, étranglement, séquestration, conduite dangereuse au volant, etc. Nous avons aussi des violences psychologiques. Elles se manifestent par des menaces, un chantage, plutôt des chantages, des harcèlements, des humiliations, des rabaissements, des manipulations et surtout l'isolement. Ça fait partie aussi des violences psychologiques. Il y a aussi la violence verbale. Il s'agit des insultes, parfois à caractère sexuel, cris, explosions de colère ou au contraire chuchotements menaçants. Il y a aussi la violence sexuelle. Il s'agit ici de forcer quelqu'un à avoir des rapports sexuels ou à faire une pratique sexuelle, embrasser de force, toucher une personne contre sa propre volonté, obliger à avoir des rapports sexuels devant une caméra ou devant d'autres personnes, et aussi diffuser des photos intimes. Ça aussi, c'est une violence sexuelle. Il y a aussi la violence économique. Utiliser tout l'argent de la maison sans en laisser à l'autre. Interdire à quelqu'un de travailler ou au contraire le forcer à travailler et lui soustraire tout son salaire. Et surtout contrôler ses dépenses. Ça fait partie aussi des violences économiques. Quand et comment se produit la violence? La violence se produit lorsque l'un des deux partenaires cherche à dominer l'autre. Bon, là, on sait que le partenaire, il s'agit de l'homme. Donc, en exerçant des pressions qui conduisent à un climat de peur, de détresse, de grande confusion chez la victime. La violence répond toujours à un cercle qui se répète au cours de la relation et donc les périodes deviennent de plus en plus rapprochées. Dans la période 1, l'agresseur commence par instaurer un climat de tension avec des cris, des crises de colère, des silences pesants ou des regards menaçants et intimidants. La victime commence à avoir peur. Elle tente d'apaiser les choses et de modifier son comportement pour ne pas énerver l'autre. Elle se sent coupable et fait en sorte de se racheter pour éviter de s'attirer les foudres de son agresseur. Dans la période 2, les violences débutent sur tous les plans, physiques, sexuels, psychologiques, verbales et économiques. La victime subit les violences dans un climat de peur, de terreur et d'injustice. Dans la période 3, l'agresseur trouve des excuses à son comportement. Il va dire « Désolé, je n'étais pas moi-même ». Il peut dire aussi « Tu m'as juste énervé ». Comme il peut dire « Oh là là, j'ai passé une mauvaise journée et voilà, ça m'énerve ».
Et les justifications sont très souvent liées à un élément extérieur. Il peut évoquer l'alcool, il peut évoquer la drogue ou un événement désagréable à cause de quelque chose ou à cause de quelqu'un. Il peut citer aussi le travail stressant. La victime essaye d'accepter ces justifications et l'aide à changer. Elle doute de la manière dont elle a perçu les choses et se sent coupable. Elle devient conciliante, fait tout pour écouter l'autre. Elle lui pardonne et oublie les humiliations et les coups qu'elle a subis la veille. Et dans la période 4, elle correspond à un retour au calme apparent. L'agresseur dit qu'il va changer, qu'il va se faire aider. Il peut faire des cadeaux, des bouquets de fleurs, des parfums, tout ce que vous voulez. Il va payer des vacances. Il va se montrer très doux, très gentil, très compréhensif. Et la victime salue ses efforts. Elle est contente. Elle essaye de changer, elle aussi, son comportement. Elle espère que cela va durer. Seulement, tout va recommencer pour un oui, pour un non. Le bourreau reste fidèle à ses habitudes. Les coups, les humiliations, les rabaissements, les intimidations et malheureusement, dans plusieurs cas, des crimes. En général, au début d'une relation, tout est beau, tout est merveilleux. Il est aux petits soins. Il se montre aimant, galant, amoureux. Mais assez rapidement, il met en place une situation pour isoler sa victime. Les choses viennent d'une façon graduelle. Une violence psychologique au début, la dénigrant, lui faisant perdre confiance en elle. Elle devient sous son emprise, sa proie. Il lui interdit de faire ce qu'elle veut. Elle ne va pas au travail. Il lui prend tout son argent. Il lui assène sa première gifle. Il lui crie dessus. Elle ne dit rien. Dans un silence pesant, elle vit son calvaire. Il continue à la battre. Elle ne dit toujours rien. Elle protège ses enfants. Elle reste pour ses enfants parce qu'elle a peur de les perdre. Elle reste parce que, tout simplement, elle a peur. Elle reste parce qu'elle est sous son emprise et les menaces. Elle reste parce qu'elle n'a rien, ni argent, ni travail. Donc, elle est sous la dépendance financière. Elle reste parce qu'elle a honte et est rongée par la culpabilité. Elle se tait parce que le poids du jugement et du regard de la société est là. Elle perd l'estime d'elle-même, se sent dénigrée, se sent coupable et responsable de ses violences. Elle est prisonnière d'un climat de terreur. Elle est dépourvue de toute énergie et de réflexion. Elle est dépourvue aussi de toute confiance en elle. Elle finirait par mourir ou par le tuer. Et c'est rare où une femme tue son mari. C'est souvent le mari qui tue ou le conjoint qui tue la femme. Bon, là, j'ai parlé de manière générale, mais je ne peux pas en fait vous parler des violences de manière générale sans parler de la femme algérienne. Il faut dire la réalité. En Algérie, les femmes ont envie d'avoir un plaisir de marcher, par exemple, librement dans la rue, mais s'ajoute à cette envie et ce plaisir la crainte de se déplacer toute seule. Cela peut leur attirer des ennuis, surtout quand elles ne sont pas accompagnées. Elles ramassent des remarques désagréables, souvent vulgaires et lourdes. Elles reçoivent des regards malveillants, pervers et insistants. Les hommes algériens sont en proie à plusieurs contradictions quand il s'agit des femmes nourries par le patriarcat. Le patriarcat a longtemps lié la femme au statut maternel, c'est-à-dire fécondité, fertilité et féminité, sans oublier de citer le statut mineur qui leur est assigné. Cependant, avec les avancées sociales, politiques et économiques, la natalité a baissé. Cela a contribué à l'accomplissement féminin et au changement des rapports entre les hommes et les femmes. Sauf que ces changements ne sont pas profonds et généralisés, car l'envie d'assurer une descendance mâle continue. La domination masculine est fortement présente et la femme est toujours maintenue par ce statut de mineur et par le code de la famille et par la société. En Algérie et dans plusieurs pays d'ailleurs, l'homme veut assurer sa virilité et contrôler la femme par la violence et l'agressivité, dans le but de protéger l'honneur. Les garçons reçoivent une éducation sur l'expression de l'agression et de la violence par leur virilité envers les femmes. D'ailleurs, certains Kabyles disaient, et même on le dit ailleurs, c'est pas seulement chez les Kabyles, on dit on ne se permet pas de juger en mal la conduite des garçons. Ce que fait un homme est toujours bien. Il rendra des coups qu'on lui donnera. C'est un homme et ce qu'il fait le regarde. Les femmes algériennes se sentaient toujours obligées de se soumettre aux hommes
Elles avaient plusieurs contraintes, la rigueur, la chasteté, la réserve, l'enfermement, le voile et la procréation. Le seul bien qu'elles devaient avoir dans leur tête, c'était l'obéissance des parents et leur grâce. Seulement avec le temps, les femmes ont commencé à rejeter ce statut précaire et cette soumission. Cette relation qui les cantonne dans les frontières du genre. Les femmes ont décidé de limiter leur maternité. Ont choisi d'aller à l'université et de travailler. Elles ont la volonté de participer à la société et d'être des actrices sociales à part entière, en dehors d'être mères. En accédant aux études, au savoir, à des postes de travail, certaines femmes repoussent les traditions et accusent la société algérienne de la dégradation du quotidien des femmes. Une société qui encourage la suprématie des hommes qui ont salé la réputation des femmes en les réduisant à des êtres inférieurs. Elles réclament le droit d'être des individus à part entière et remettent en cause les tabous, la tradition et les visions étroites et avilissantes de la femme. Elles expriment leur révolte. Rappelons-nous, pendant les années 90, les Algériennes ont manifesté contre le code de la famille, allant même à la création de plusieurs associations. On peut citer l'Association pour la défense et la promotion des droits des femmes. Ces grandes initiatives n'ont pas été sans conséquences, car les adhérentes ont subi énormément de pression et de menaces. Malgré les intimidations et les assassinats de plusieurs militantes, les femmes ont continué à lutter pour leurs droits avec détermination, mais le chemin est encore long. En conclusion, j'aimerais bien vous donner quelques petits conseils ou quelques petites solutions pour lutter contre toutes ces violences. Donc, pour lutter contre le fléau des violences conjugales, il faut mettre en place un budget. Le problème, c'est le grand problème. Il n'y a pas assez de budget pour venir en aide à ces femmes. Donc, il faut vraiment mettre en place des moyens financiers afin de créer des brigades, des tribunaux et des codes spécifiques des violences conjugales. Pour lutter contre la violence faite aux femmes, il faut faire des préventions en changeant de société, de rapport aux femmes et évidemment en ayant des sanctions à la mesure des violences, en accordant également des dommages et intérêts aux victimes qui ne sont pas très souvent reconnues comme étant des victimes, car les dédommagements ne sont pas assez suffisants. Il faut parler. Parler, c'est le premier grand pas pour mettre fin à la violence. Qu'une femme fasse le pas pour parler est une première porte d'entrée vers une aide plurielle pour que ces violences cessent. Quelle que soit la situation de violence, c'est toujours le bon moment pour faire le premier pas, sortir du silence et reprendre une vie normale. Dès la première gifle, la femme doit dénoncer son agresseur, porter plainte et parler à son entourage, solliciter des associations. Une femme qui arrive à porter enfin plainte est une femme qui a déjà pardonné des violences antérieures. Un homme pardonné est un homme qui recommencera, qui pourra arriver au meurtre. Un homme qui frappe risque de revenir avec un cadeau, un bouquet de fleurs, pour se faire pardonner. Mais un bouquet de fleurs ne répare pas les coups, il ne répare pas les violences, les viols, les traumatismes, les humiliations, les insultes. Chaque femme doit apprendre à sa fille à ne jamais, mais jamais se laisser faire, ni manipuler par un homme qui a osé lever sa main sur elle. Elle doit lui enseigner de se protéger et se préserver. Chaque femme doit encourager sa fille à faire des études, à avoir une autonomie financière et ne jamais se courber l'échine devant un homme, surtout celui qui ne la respecte pas. Enfin, chaque femme doit éduquer son fils en lui apprenant le respect de l'autre, notamment de la femme, car tout est relatif à l'éducation. Il faut lancer un cri aux femmes de se réveiller, aux femmes de se lever, aux femmes d'éradiquer tous les poids lourds des fautes illusoires qu'on leur fait croire être les coupables, aux femmes de se débarrasser des culpabilités séculaires. La femme ne doit pas être la seule à lever la voix. L'homme doit aussi la soutenir et secouer les vieilles fausses croyances, car ensemble, nous, les habitants de cette planète, serons capables de bâtir un monde juste et équilibré, un monde basé sur la justice, le respect et l'échange. Que vous soyez avec votre copain depuis une semaine ou avec votre mari ou conjoint depuis 20 ans, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas à subir des violences. Que vous soyez une femme libre, seule, célibataire ou accompagnée, habillée en pantalon, en robe, en jupe, en voile, vous arpentez les rues le matin, le midi, le soir, vous n'avez pas à subir le harcèlement.
je veux bien avoir une petite pensée aux familles proches et aux amis des victimes des violences et toutes ces existences qui sont dévastées par tous les crimes que ces femmes ont subis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.